utilisons. Vous avez de nouveau des exemples, donc on voit que c'est des molécules très compliquées, mais il y a quand même un point commun, c'est il y a beaucoup de F, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'atomes de fluor forcément qui sont associés à ces atomes de carbone. Donc là vous avez deux qui sont communément utilisés ou qui ont été par le passé, qui sont le PFOA et le PFOS. Donc je ne donnerai pas les acronymes détaillés parce que, mais si je peux aussi, c'est le PFOS et le perfluorooctane sulfonique acide en anglais. Alors, maintenant, en fait, une fois qu'on a vu que c'était des PFAS, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond ou à quoi ça sert. Donc là, on a des exemples plus concrets qui nous permettent de voir, en fait, pourquoi on va en retrouver dans l'environnement. Ce sont des molécules qui sont très intéressantes de par leurs propriétés chimiques, notamment parce que, par exemple, elles résistent à la chaleur, ce qui fait que lorsqu'on veut faire de la mousse pour éteindre un incendie, eh bien, on va utiliser un émulseur qu'on va mélanger avec de l'eau et ça va faire de la mousse. Et donc, le tapis de mousse qui sera ensuite sur l'incendie va permettre de l'éteindre parce que la mousse va pas se disloquer ou se dégrader tout de suite. Donc, ça permet d'éteindre assez facilement les incendies en fonction, bien sûr, de la configuration des incendies. Donc, une résistance à la chaleur importante. Autre exemple d'utilisation, c'est les propriétés anti-adhésives de ces molécules-là, ce qui fait que quand vous faites chauffer une poêle et que vous mettez des ingrédients, quelque chose à cuire à l'intérieur, alors ça pourra brûler, mais ça ne va pas attacher ou alors difficilement la poêle, ou au bout d'un moment seulement quand elle sera, quand elle va commencer à se détériorer. Donc on va retrouver des PFAS dans l'anti-adhésif de la poêle, mais aussi dans les vêtements pour leur conférer justement des propriétés d'imperméabilité. Autre exemple aussi qu'on retrouve très communément, eh bien c'est dans tout ce qui est contenant alimentaire, parce que les PFAS permettent en fait de garder une propriété de tenue au gobelet en carton ou à la paille ou au sachet, et donc ça évite que le gras ou l'eau pénètre plus facilement dans le carton, puisqu'on sait bien qu'au bout d'un moment, s'il n'y avait pas en fait ces PFAS, le gobelet de café ne pourrait pas contenir le café et le café se répandrait aussitôt sur vos pieds et vous brûlerez. Donc pratiquement tous les contenants alimentaires contiennent des PFAS. Encore d'autres utilisations, on va retrouver dans le mascara, dans le gloss, donc dans certains produits de beauté, là encore pour les propriétés intéressantes qu'ils présentent, parce que justement résistance à l'humidité, et donc ça permet de tenir plus dans le temps. On en trouve aussi dans les peintures. Voilà, donc beaucoup de secteurs qui sont concernés et aussi surtout plusieurs milliers de substances. Donc on ne parle pas là de quelques centaines, mais de plusieurs milliers de substances. Donc en fonction de la bibliographie, on va être sur 4000, 8000, on a même vu jusqu'à 12 000 substances. Ça veut dire qu'on a du mal justement à les lister tous, un par un, puisque ça va dépendre de la chimie. En revanche, on sait ce qu'est un PFAS, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est une chaîne carbonée avec des atomes fluor et des carbones où il n'y a que des atomes de fluor autour. Des substances aussi qui sont utilisées et fabriquées depuis longtemps, donc c'est pas quelque chose qui est récent, c'est plusieurs dizaines d'années que les PFAS sont produits dans l'industrie. On a déjà vu là, les propriétés pratiques et on a bien vu aussi que tous les secteurs d'activité étaient concernés. Voilà, donc du fait de l'intérêt de ces substances par rapport aux propriétés qu'elles offrent, eh bien, on les retrouve partout. Et puis comme elles sont pas facilement dégradables, eh bien, elles vont s'accumuler et elles vont rester dans les différents compartiments environnementaux. Donc ça veut dire que ça va s'accumuler dans les organismes vivants. Et de ce fait-là, quand on mange un œuf, quand on consomme de la viande, du poisson, eh bien, on peut en retrouver dans l'alimentation. Et puis aussi s'accumuler dans notre corps et on va retrouver aussi dans l'eau, dans l'air, dans les sols et les sédiments et donc les boues. Alors, on a voulu aussi vous présenter la préoccupation associée à ces substances chimiques et quels risques ils présentent justement pour notre santé. Donc là, on a voulu reprendre ces éléments qui nous ont été donnés par l'ANSES, qui disent que l'utilisation variée de ces composés chimiques, combinés à leur caractère très persistant, entraîne une contamination de tous les milieux, l'eau, l'air, le sol ou encore les sédiments. Certains s'accumulent dans les organismes vivants et se retrouvent dans la chaîne alimentaire, d'autres plus mobiles
volatiles sont transportés sur de très longues distances par l'eau ou l'air et peuvent se retrouver jusque dans les océans arctiques et antarctiques. Donc vraiment une globalisation, enfin une généralisation et un transport très loin. Nous pouvons aussi être exposés aux PFAS dans notre environnement intérieur, parfois sur notre lieu de travail, à travers notre alimentation ou encore via l'eau potable que nous consommons. Concernant maintenant les effets sur la santé, la toxicité de ces composés chimiques est multiple. Ils provoquent une augmentation du taux de cholestérol, peuvent entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité et le développement du fœtus. Ils sont également suspectés d'interférer avec le système endocrinien et immunitaire. Cet effet des PFAS sur le système immunitaire a récemment été mis en exergue par l'EFSA, qui est l'Institut européen de la sécurité alimentaire, qui considère que la diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination constitue l'effet le plus critique pour la santé humaine. Voilà, donc on voit bien que les PFAS sont un sujet de préoccupation très important et qui est traité également au niveau européen. Alors justement, parlons maintenant de la réglementation européenne. Donc la première trace que l'on retrouve sur les PFAS dans la réglementation, c'est une directive de 2013 qui modifie la directive qui fixe le cadre réglementaire dans le domaine de l'eau. Et donc cette directive de 2013 nous a donné une norme de qualité environnementale pour différentes substances prioritaires, dont un PFAS seulement. Donc à l'époque, en 2013, le PFOS a été mentionné dans cette directive. Plus récemment, la directive sur l'eau potable qui date de 2020. Et donc dans cette directive européenne, il est écrit que au 12 janvier 2024, la Commission européenne devra fixer les lignes techniques pour déterminer les méthodes d'analyse qui permettront de mettre en place une surveillance pour les PFAS. Donc ça montre bien que dans cette directive qui est assez récente, que ne serait-ce que les limites de détection associées aux PFAS ne sont pas encore établies au niveau européen et qu'on a une réglementation européenne finalement dans laquelle, pour le moment, on commence seulement de prendre en considération cette thématique. Cette directive dit également qu'au 12 janvier 2026, donc dans 3 ans ou 2 ans et demi, il y aura des valeurs limites qui devront être respectées, qui seront de 0,1 microgramme litre pour la somme des 20 PFAS. On vous les montrera juste après. Et une valeur limite aussi respectée de 0,5 microgramme litre pour le total des substances PFAS qui pourraient être présentes. Donc là encore, les méthodes d'analyse de ces substances-là ne sont pas déterminées au niveau européen et ces valeurs-là à respecter sont bien pour l'eau potable. Donc nous, notre réglementation est basée sur les rejets de l'industrie. Donc ça n'a rien à voir puisque les rejets de l'industrie ne sont pas destinés à être bu, enfin ne servent pas à la consommation de l'eau potable, bien sûr. Donc la réglementation là fixe uniquement des teneurs pour les 20 PFAS et pour le total des PFAS et pour l'eau potable. Toujours au niveau du point de vue de la réglementation européenne, le 13 janvier de cette année, il y a plusieurs pays qui ont soumis à l'ECHA, l'ECHA c'est l'Agence européenne des produits chimiques, une proposition justement pour restreindre globalement la production et la mise sur le marché et l'utilisation des PFAS. Donc une action est en cours à ce sujet-là. Réglementation européenne toujours, mais plus tournée vers les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc en fait, on a 2 grandes directives qui régissent nos sujets. Il y a la directive Seveso sur les risques accidentels, qui s'occupe de tout ce qui explose, ce qui brûle principalement. Et on a la directive qui date de 2012. Et on a une directive qui date de 2010 qui s'appelle IED sur les émissions industrielles, qui elle concerne les activités les plus impactantes et les plus polluantes du point de vue de leur rejet parce qu'elles émettent dans l'air ou dans l'eau des polluants. Donc là, on est plus sur du risque chronique. Et bien dans ces 2 directives, nous n'avons aucune mention des PFAS. En revanche, il y a une décision d'exécution qui a été prise par la Commission le 10 août 2018 qui concerne le secteur du traitement des déchets.
Et cette décision d'exécution découle en fait de la directive IED, puisque dans cette directive IED, on a une liste d'activités qui est mentionnée et qui se doivent de respecter cette directive. Et parmi ces différents secteurs d'activité, il y a le traitement des déchets. Et au niveau européen, on élabore ce qu'on appelle un BREF, qui est un document de référence dans lequel on va lister les meilleures techniques disponibles, en fait l'état de l'art de ce qui se fait de mieux au niveau européen, qui devront ensuite être déclinés chez les industriels du secteur concerné, qui auront 4 ans, à partir du moment où la conclusion est publiée au journal officiel de l'Union européenne, pour mettre en œuvre ces meilleures techniques disponibles. Donc la Commission, en fait, sur ces activités les plus impactantes, fait une sorte de catalogue de bonnes pratiques et demande aux industriels et aux États membres de les faire appliquer dans les 4 ans qui suivent. Et donc, pour le secteur d'activité des traitements déchets, qui est le premier à parler des PFAS, eh bien, dans cette conclusion de 2018, il y en a 2 qui sont nommés, donc c'est même pas l'ensemble des PFAS, c'est le PFOA et le PFOS, et on leur dit qu'il faudra mettre en place une surveillance avec une fréquence minimale qui sera semestrielle, que tous les traitements de déchets devront être concernés, et là encore, il n'y a pas de norme EN, puisqu'il n'y a pas de norme aujourd'hui au niveau européen pour analyser ces substances. Je continue. La dernière décision en date de la Commission, toujours sur la directive IED, concerne l'industrie textile. Et là, elle date de décembre 2022, donc elle a pratiquement 1 an. Donc on voit que 4 ans plus tard, eh bien là, au niveau européen, ça a évolué, puisque là, on n'est plus seulement sur le PFOS ou le PFOA, mais on est bien sur l'ensemble des substances per- et polyfluoroalkylées, donc les PFAS. Et là, la fréquence de surveillance est passée de semestrielle à trimestrielle. Donc les industriels concernés devront, alors si bien sûr le paramètre est pertinent pour les industriels, c'est pas tous qui doivent le faire obligatoirement, c'est seulement ceux qui auraient identifié la présence de ces substances, mais ils devront surveiller trimestriellement la substance. Et là encore, on voit qu'en 2022, il n'y a toujours pas de normes au niveau européen sur ces substances. Passons maintenant à la réglementation en France. Donc tout à l'heure, on a vu la partie directive eau potable. Eh bien, elle a été transposée par un arrêté du 30 décembre 2022 qui a ajouté les 20 PFAS dans le programme de prélèvement et d'analyse du contrôle sanitaire des eaux que devra faire les agences régionales de santé. Et elle a repris la limite de qualité de 0,1 microgramme litre qui était mentionnée donc dans la directive EDCH pour la somme des 20 PFAS. Donc ça, c'est pour la partie eau potable. Donc j'en viens maintenant à la réglementation ICPE sur les installations classées, pour vous dire que nous avons en fait un arrêté qui réglemente la majeure partie des installations soumises à autorisation. C'est un arrêté en fait qui est transversal, qui est celui du 2 février 98 et qui réglemente tout ce qui est rejet et surveillance. Eh bien, en août 2017, nous avons modifié cet arrêté, notamment son article 32, pour prendre en compte le PFOS, comme on a vu tout à l'heure qu'il était dans la directive de 2013 qui modifiait la directive sur l'eau, et on a fixé une valeur limite de concentration de 25 microgrammes litres à appliquer pour ce PFOS. Et ses dérivés, puisque c'est une famille en fait de substances. Et toujours dans cet arrêté qui concerne les ICPE soumises à autorisation, eh bien on précise que pour cette substance, il y a des objectifs de suppression des émissions, et on dit notamment que la réduction maximale de la substance dans les rejets doit être recherchée. Alors toujours le 24 août 2017, lorsque nous avons introduit cette modification dans l'arrêté du 2 février 98, eh bien nous avons aussi modifié tout un tas d'autres arrêtés ministériels sectoriels, donc qui s'appliquaient à des secteurs d'activité particuliers et qui étaient exclus de l'arrêté du 2 février 98, puisque l'arrêté du 2 février 98 réglemente la majeure partie des activités soumises à autorisation, mais pas toutes. Dans l'article 1er, on exclut certaines activités du champ de l'arrêté, et donc les activités qui sont exclues du champ, eh bien elles ont été rattrapées par cet arrêté qu'on appelle RSDE sur la recherche, sur le rejet des substances dangereuses dans l'eau en provenance des ICPE, et donc on a rajouté systématiquement le PFOS et cette valeur limite de concentration de 25 microgrammes litres. Et donc là, on visait notamment papeterie, verrerie, abattoir, blanchisserie, déchets agroalimentaires, etc., etc.
On a vu tout à l'heure les conclusions européennes sur le traitement de déchets qui avaient été publiées au journal officiel de l'Union européenne en 2018. Eh bien, nous avons pris du coup un texte dédié au traitement de déchets, dans lequel en quelque sorte on a transposé ou on a réécrit en fait ces conclusions pour qu'elles soient opposables au secteur du traitement de déchets. Donc c'est certaines rubriques 3000 de la nomenclature, puisque là on est sur la directive IED et la directive IED n'encadre que les activités qui, chez nous, relèvent de la rubrique 3000. Et on a repris exactement ce que nous demandait l'Europe, à savoir que le PFOA et le PFOS devront être recherchés à une fréquence à minima semestrielle, si toutefois la substance est bien concernée et dans l'état des lieux qu'a fait l'industriel sur ces rejets, il a constaté qu'elle pouvait être présente. J'en viens maintenant, après cette présentation de la réglementation au niveau européen et la réglementation française, au plan d'action ministériel sur les PFAS. Donc ministériel, c'est parce que c'est le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui a décidé de mettre en place un plan dédié aux PFAS. Donc ce plan a été publié et vous le trouverez sur Internet en janvier 2023. Il comporte 6 axes principaux. Le premier dit qu'il faut disposer de normes sur les rejets et les milieux pour guider l'action publique. Le deuxième dit qu'il faut porter au niveau européen une interdiction large permettant de supprimer les risques liés aux PFAS. Donc ça, c'est ça fait partie de l'interdiction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est portée par des pays plutôt du nord de l'Europe. Le troisième axe concerne l'amélioration de la connaissance des rejets et de l'imprégnation des milieux, en particulier des milieux aquatiques. C'est donc dans cet axe-là que nous nous portons avec l'arrêté ministériel dont va vous parler Malcolm juste après. Et les 3 axes suivants concernent la réduction des émissions des industriels qui sont émetteurs de ces substances de façon significative. Le 5e concerne la transparence sur les informations disponibles. Et le 6e propose une intégration à moyen terme dans le plan micropolluant. Voilà, et donc je laisse la parole à Malcolm qui va vous parler de l'arrêté ministériel. Merci Loïc, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, a été publié le 27 juin dernier l'arrêté ministériel relatif à l'analyse des substances PER et polyfluoroalkylées dans les rejets à queue des installations classées pour la protection de l'environnement. Cet arrêté a un grand objectif, c'est d'établir un premier état des lieux de la présence de PFAS dans les rejets à queue des installations classées, ou de répondre à la question un peu générale, en fait, qui rejette quoi et en quelle quantité. Cet objectif, il vise, au-delà de cet état des lieux, à identifier des sites fortement émetteurs, et les substances prédominantes dans le rejet à queue. Au niveau des installations qui sont visées, on demande en fait des campagnes d'analyse sur les rejets à queue d'ICPE soumises à autorisation, avec en particulier 31 rubriques de la nomenclature sur lesquelles on reviendra, enfin, que vous aurez en détail dans quelques instants, qui doivent faire l'objet d'analyse, plus toutes les installations donc relevant du régime de l'autorisation et utilisant, produisant, traitant, stockant ou rejetant des PFAS. Donc au-delà de ces rubriques qui sont clairement identifiées et qui correspondent chacune à un secteur d'activité, en fait, toute installation classée relevant du régime de l'autorisation est également visée par l'arrêté ministériel. Vous avez à l'écran les principaux secteurs d'activité qui sont visés. On a notamment la chimie, les stations d'épuration industrielles, qui peuvent donc traiter les effluents des installations classées après. Nous avons également le secteur du textile, le traitement de surface. Donc, ces secteurs d'activité ont été identifiés suite à un travail bibliographique lors de l'élaboration de l'arrêté. Et cet arrêté, on estime qu'il concerne environ 5000 établissements.
vous avez, comme je le disais, le détail des différentes rubriques de la nomenclature visées à l'article 1er de l'arrêté et les secteurs d'activité correspondants. Concernant les substances desquelles on demande l'analyse, comme ça a été évoqué par Loïc, la directive communément appelée eau potable mentionne 20 PFAS et c'est sur ces mêmes 20 PFAS que l'on demande une campagne de mesure de manière obligatoire. Vous avez ici le détail des substances concernées. Et ce qu'on demande également de manière obligatoire, c'est une méthode indiciaire avec la détermination du paramètre AOF, qui est un acronyme en fait qui désigne, qui a une signification anglaise et qui en français désigne le fluor organique adsorbable. Sans rentrer dans le détail de ce que cela signifie, il faut comprendre que les phases contiennent, comme on l'a vu, beaucoup de fluor et en fait c'est un paramètre qui va nous permettre de déterminer une quantité globale de fluor organique dans les rejets des ICPE. Donc c'est un paramètre qui peut venir, dont la quantité peut venir d'autres substances que les PFAS, mais on demande ce paramètre en complément des autres pour avoir plus d'informations et pour pouvoir interpréter les résultats par la suite. Également, on a donc de manière obligatoire ces deux éléments et on a dit toute autre PFAS listée par l'exploitant. Parce qu'en effet, ce qu'on demande à chaque exploitant concerné, c'est de dresser une liste des substances PFAS utilisées, produites, pouvant être rejetées par son installation, donc en fait un diagnostic, et donc doit être analysé en plus des 20 PFAS que vous avez à l'écran, toute autre PFAS que l'exploitant aura listé, aura identifié sur son installation, afin d'avoir une campagne de mesure la plus exhaustive possible. Donc je le disais de manière obligatoire, l'estimation de la quantité totale de PFAS par la méthode indiciaire et l'analyse de chacune des 20 substances de la directive eau potable. Ce qu'on demande, c'est des analyses chaque mois pendant 3 mois, donc une mesure pour tous les paramètres évoqués par mois pendant 3 mois. Et s'ils sont identifiés et listés par l'exploitant, c'est ce que j'évoquais, l'analyse des autres PFAS, que l'on précise techniquement quantifiable. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'en fait les substances dont les techniques d'analyse aujourd'hui sont suffisamment développées, ce qui n'est pas le cas pour toutes les substances, de manière à déterminer la quantité présente dans les effluents. Puisqu'en effet, pour certaines substances, il est peut-être possible de les détecter dans les effluents, mais de pas systématiquement pouvoir en déterminer la quantité. Et c'est donc pour ça qu'on précise techniquement quantifiable dans l'arrêté. Un échelonnement des campagnes a été prévu afin de tenir compte de la disponibilité des laboratoires d'analyse. Parce qu'en effet, vous avez vu qu'on estime à environ 5000 le nombre d'établissements concernés, ce qui représente un grand nombre d'analyses à réaliser et un grand nombre d'établissements. Donc pour tenir compte de la disponibilité des laboratoires, il a été décidé étalé sur 9 mois, 3 campagnes trimestrielles successives, avec chacune certains secteurs d'activité concernés. Vous avez à l'écran le détail donc sur la partie gauche en fait des rubriques qui correspondent, comme on l'a vu, chacune à un secteur d'activité. Et à droite, dans les différentes colonnes, les échéances réglementaires fixées pour chacune des rubriques de la nomenclature. Donc on voit que la première en fait a déjà démarré puisque il était demandé de réaliser la première campagne d'analyse, soit le premier prélèvement avant le 27 septembre 2023.
Et la dernière échéance prévue dans l'arrêté, en fait, c'est celle au 30 juin 2024 qui concerne le dernier rendu des résultats. Donc on voit que l'action en fait va se poursuivre jusqu'à la fin du premier semestre 2024. Petite précision concernant les cas particuliers, c'est que si un site relève de différentes rubriques, par exemple vous voyez la 2660 et la 2330 qui correspondent en fait à des échéances différentes, eh bien il est demandé à l'exploitant de appliquer les échéances les plus longues. Encore une fois, c'est pour tenir compte de la disponibilité des laboratoires. Et pour les sites qui ne relèvent pas d'une des 31 rubriques de la nomenclature, mais qui relèvent de l'autorisation et peut présenter des PFAS, eh bien c'est les dernières échéances qui doivent être respectées. Afin d'appuyer la mise en œuvre de l'arrêté ministériel, qui comporte des éléments assez techniques, une note d'application a été diffusée mi-juillet, qui apporte plusieurs précisions sur les dispositions du texte, ce qu'elles impliquent, les échéances réglementaires avec le tableau que l'on a vu, mais aussi les modalités techniques pour réaliser les prélèvements, l'échantillonnage, les analyses. Et la démarche de restitution des résultats via l'outil JDAF. Parce qu'en effet, si je reviens sur la slide précédente, la dernière colonne fixe les échéances pour le rendu des résultats. C'est que successivement, en fait, après les analyses, chaque mois, l'exploitant dispose d'un mois supplémentaire pour restituer les résultats des analyses de SeroGAQ via l'application JDAF sur Internet. Et donc cette note précise certains points concernant la restitution de ces résultats. Une mise à jour de cette note est prévue puisqu'elle a suscité, comme l'arrêté ministériel, des interrogations qui nous ont été remontées. Donc il y a un travail en cours pour mettre à jour cette note et intégrer les remarques qui nous ont été faites. Donc là, c'est un travail en cours. Je le disais, la restitution des résultats se fait via l'application JDAF et pour toute question, un support peut être contacté pour toute question concernant la manière de faire une déclaration, les modalités de connexion, même de création de compte. Le support JDAF peut être contacté, vous avez le lien dans la présentation. Concernant les prochaines étapes, après la réalisation de ces campagnes, alors à deux échelles différentes. Tout d'abord au niveau local, on prévoit, le cas échéant, de demander des analyses complémentaires. Comme on l'a vu, les PFAS sont des composés qui peuvent se répandre dans différents compartiments environnementaux, le sol, l'air, les sédiments. Et là, on se concentre uniquement sur les rejets aqueux. Donc, il y aura peut-être des analyses complémentaires qui pourront être demandées. Également des actions en direction des sites les plus émetteurs. Et puis au niveau national, l'élaboration des modalités de surveillance pérenne. Donc par exemple la fréquence de surveillance, quel site serait concerné par une surveillance pérenne. Donc ce qu'on appelle pérenne, c'est à long terme, puisque vous avez compris que là on demande en fait pour chaque installation uniquement 3 mesures pendant 3 mois sur une certaine période. Donc il y aura peut-être des modalités, il y aura des modalités de surveillance pérenne qui pourront être élaborées. Sur ce sujet de la surveillance pérenne, comme on vous l'a dit, cet arrêté ministériel a bien pour vocation de faire un état des lieux de la situation existante, donc de voir qui rejette quoi et en quelle quantité. Et c'est justement l'analyse de l'ensemble de ces résultats qui nous permettra, au vu des secteurs qui sont concernés et qui seront les plus émetteurs, de prendre par arrêté ministériel des préconisations sur cette surveillance qui devrait être mise en place
place, et là on verra si c'est les 20 PFAS, si c'est d'autres PFAS, si c'est la méthode AOF. On précisera d'ailleurs les normes si entre-temps on en a eu, et puis il faudra aussi qu'on détermine les seuils à partir desquels ça va s'appliquer. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas encore de visibilité puisque ça vient juste de commencer, donc les premiers résultats sont en train d'arriver dans l'outil, mais donc c'est bien quelque chose qui sera prévu et un dépouillement à l'issue avec cette surveillance. Voilà, nous allons maintenant pouvoir passer aux questions et dans la salle et sur Internet. Donc je propose qu'on alterne en fait les questions, et pour ceux qui sont dans les salles, je vais vous passer le micro, et donc je vous demanderai de vous présenter très rapidement si vous avez des questions. Merci, Jocelyn Bobet, donc pour France Chimie. Alors, effectivement, donc nous avons lancé toutes les campagnes et tout. Déjà, la première chose, merci d'avoir pensé à l'étalement. Maintenant, il apparaît clairement que si au niveau des laboratoires, on peut trouver un mode de fonctionnement en termes de prélèvement accrédité, là, c'est une autre galère. Hein, ils n'ont pas assez de personnel. On regarde, on n'a pas assez de normes validées. La note d'application donne des informations, mais elles ne sont pas suffisamment figées pour qu'on puisse, je suis désolé pour la scène, pour qu'on puisse effectivement avoir quelque chose qui soit fiable. J'ai eu des cas de figure où on m'a annoncé, quand on lit la note, hein, on utilise 100 ml d'effluent ou 5 ml. Oui, on me dit, OK, 5 ml, ben, je le mettrai peut-être dans 1 litre, dans 10 litres ou dans 100 litres pour diluer si ça ne passe pas sous ma technique. On voit bien là que les résultats vont être extrêmement variables. Dernière chose, c'est en termes de pression. Donc, on a une pression qui est très importante de la part des DRAL, comme vous le disiez, l'effet médiatique est là. Donc, quelque chose qui est vraiment permanent et qui ne rend pas les choses plus faciles. De toute façon, quand on n'arrive pas à avoir ni un labo ni un préleveur, on ne sait pas faire grand-chose. Voilà, je voudrais juste conclure en disant que on attend vraiment quelque chose de la part de l'INERIS, hein, qui, dans le cadre d'Aquaref, avait su effectivement, comment dirais-je, générer des modes de fonctionnement partagés entre les laboratoires et les industriels et apporter des solutions techniques qui ont vraiment permis d'avoir des résultats dignes de ce nom. Parce que si un peu comme au début d'Aquaref ou de la RS2, on part déjà sur des résultats qui sont biaisés, et j'en ai déjà, eh bien, on peut redouter que la suite du processus soit aussi mis un peu en péril. Voilà, merci. Alors sur la thématique de la difficulté d'avoir des laboratoires ou des organismes accrédités pour faire les prélèvements, donc c'est vrai que lorsqu'on a mis en place cet arrêté, on s'est interrogé sur les laboratoires et on était en contact avec eux justement pour savoir si c'était en capacité de faire les mesures que nous envisageons de faire. Et initialement, on comptait tout faire en même temps d'un seul coup. Et donc c'est bien parce que les laboratoires, je vais essayer de nous en faire un retour en nous disant que c'était pas possible. Ah oui, c'est ça. On a fait ces 3 campagnes étalées. On se rend compte là que pour les premiers, c'était difficile aussi, puisque tous ne savaient pas justement quel était le laboratoire qui avait l'accréditation pour les non-substances. On sait aujourd'hui qu'on en a 2 qui sont accrédités au niveau français, donc qui ont l'accréditation au niveau français pour faire les analyses. Ça veut dire qu'il y a une grande partie des échantillons qui vont partir à l'étranger pour être analysés. Et se pose, comme vous le disiez, la question des organismes préleveurs qui tous n'ont pas forcément l'accréditation et qui ne sont pas, dans la majeure partie des cas d'ailleurs, le même que celui qui fait les analyses. Voilà, donc en fait, les difficultés que vous nous remontez là, nous les avons eues aussi, qui nous ont été remontées ou par les fédérations professionnelles ou par l'inspection des installations classées. Et on va tâcher d'éclaircir certains points justement pour éviter peut-être un peu de flottement dans la V2 que nous ferons de la note. Et donc n'hésitez pas justement via vos fédérations professionnelles à nous remonter ces difficultés-là. Nous n'avons pas forcément connaissance de toutes, mais on pourra apporter des précisions qui amélioreront les choses. Sur le plan prélèvement, la première question, c'était on a des équipes qui assurent... Il y a des gens qui sont en distance. Pardon. Oui, je vous disais juste sur les prélèvements, on a des équipes qui assurent l'autosurveillance, les prélèvements pour autosurveillance. Ne peut-on pas imaginer qu'ils sont au final aussi capables de faire ces prélèvements, ce qui pourrait grandement faciliter la chose, quoi. Donc c'est un sujet aussi, et là on tient absolument, et c'était vu, vous mentionniez l'IDERIS tout à l'heure,
c'est un point important que l'organisme qui fait les prélèvements ait une accréditation. Donc ça va écarter du monde et du coup le champ des possibles est plus restreint, mais ça nous permet nous d'avoir des données qui seront plus fiables et aussi à l'industriel justement, puisque l'objectif est bien de voir si vous rejetez ou non des PFAS, et donc plus la mesure sera fiable, plus on aura une donnée qu'on pourra exploiter ensuite. Oui, une question qui avait été posée dans l'espace de dialogue. Que se passe-t-il si les laboratoires ne savent pas faire les analyses pour des PFAS particuliers ? Oui, alors effectivement, là on est un peu dans la situation où à l'impossible nul n'est tenu. C'est aussi une raison pour laquelle on a souhaité dans cet arrêté donner cette liste pas non exhaustive justement, mais explicite des 20 substances concernées par la directive eau potable. Ça permettait de concentrer, on va dire, l'énergie de la profession laborantine, notamment sur l'obtention des accréditations qui allaient être les plus demandées. Bien sûr, il y a, comme on l'indiquait, des milliers de substances. Il peut y avoir un industriel particulier qui a conscience d'en rejeter une particulière pour laquelle il n'existe pas d'acteur accrédité. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation matérielle. Si vraiment il n'y a personne dans le monde, voilà, l'impossible n'est tenu. Par contre, ce sera très intéressant pour ces acteurs-là d'avoir une analyse un peu fine de leurs paramètres fluor total, voilà, fluor organique total, parce que ça peut donner des informations sur l'existence de cet atome et de ce type de molécules quand même en grande quantité. Et ça permettra ultérieurement, quand les techniques de laboratoire auront progressé dans quelques mois, dans quelques années, de raffiner la connaissance du flux. Oui, toujours sur ce point, on a bien précisé dans l'arrêté ministériel que l'accréditation était obligatoire pour les 20 PFAS qui sont dans la directive eau potable. En revanche, pour le paramètre AOF et pour les autres substances PFAS, l'accréditation n'est pas obligatoire puisque justement, il y en a pas systématiquement ou il n'y en a pas du tout. Donc, ça veut dire que là, il faudra trouver, il y a des méthodes quand même qui permettent de quantifier ou d'avoir une idée de la substance, et le paramètre AOF permettra déjà de savoir s'il y a du fluor. Après, s'il n'y a rien au niveau du paramètre AOF, c'est pas la peine après d'aller chercher quelque chose. Si lui a montré qu'il n'y avait pas de fluor, même si vous l'aviez recensé une substance et qu'il n'y a pas de technique qui permet de le mesurer ou que la limite de quantification n'est pas bonne, à partir du moment où il n'y a rien en AOF, il n'y a rien de plus à faire puisque le paramètre AOF permet de voir s'il y a du fluor qui ne correspond pas systématiquement à des substances PFAS, mais qui donne quand même une indication intéressante. Merci. Deuxième question, que se passe-t-il pour un site qui serait soumis à l'arrêté ministériel, mais qui ferait une déclaration de cessation d'activité définitive en 2023 ? 2023, c'est tout de suite. Je crois que c'est pas la peine d'aller faire les mesures. Hein. À partir du moment, l'objectif, c'est de voir qui rejette en quelle quantité. Si l'industriel concerné arrête de rejeter cette année, gardez vos sous pour la remise en état de votre site et la cessation d'activité et ne faites pas ces mesures. Il n'y aura pas de difficulté de ce côté-là. En revanche, c'est un point qu'il faut voir avec votre inspection. Il faut le caler avec l'inspection. Mais forcément, un site qui arrête son activité cette année, de notre point de vue, n'a pas besoin de mener cette campagne. S'ils veulent le faire quand même, nous ne l'en empêcherons pas. Bonjour, Sébastien Peureux, laboratoire SGF. Pour rebondir sur ce que disait la personne de France Chimie précédemment, effectivement, il y a un vrai sujet quand même sur les prélèvements, même si il y a eu un positionnement via Finiance des différents laboratoires. Il y a un sujet, je pense, qui est intéressant à creuser sur les pluviales, parce que c'est un des éléments qui pose des gros problèmes au niveau de la planification des prélèvements eux-mêmes. Donc là, une zone de tolérance sur les pluviales pourrait être intéressante, à minima pour les industriels.
Après, la mise à jour de la note est une bonne chose parce que, on l'a vu, c'est l'état des lieux qui conditionne les substances. Or, il y avait 8 substances qui étaient citées dans l'arrêté ministériel qui ont créé pas mal de confusion chez nos clients. De nombreuses entreprises venant nous demander des packs 20 plus 8, alors qu'en fait, le 8 n'est pas obligatoire. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, j'ai une question sur la possibilité, quels sont les moyens mis en œuvre pour apprécier l'exhaustivité et le contenu de l'état des lieux fourni par les industriels. Je vous remercie. Alors, oui, comme vous l'avez dit, les 20 sont obligatoires, les 8 n'étaient qu'à titre illustratif, donc il n'y a aucune obligation de les analyser. Vous ne les analysez, enfin l'industriel n'a à les analyser que s'il les a recensés dans les utilisations ou dans les usages qu'il faisait sur le site. Donc c'est vraiment illustratif et on ne vous demande pas de le faire. Donc, maintenant... vu que moi j'ai perdu du coup la question. Ah oui, alors ce qui va nous être délivré, justement le fait de demander une accréditation aux organismes préleveurs et aux organismes qui vont faire les mesures nous permet nous d'avoir des données qui normalement sont faites dans les règles de l'art, que nous pourrons exploiter ensuite. Après, s'agissant de l'exhaustivité ou non des données, on a la liste des installations classées qui relèvent de ces 31 rubriques. Donc, les industriels savent qu'ils doivent faire ces mesures. Normalement, on envoie un mail aussi à tous les industriels potentiellement concernés pour les en informer. Et l'inspection vérifiera, à l'issue des 3 mois, des 6 mois ou des 9 mois, si les industriels concernés par une rubrique soumise à autorisation ont bien fait leurs mesures. Donc, nous devrions en théorie, disposer à l'issue de la période d'analyse des mesures faites par l'ensemble des établissements classés autorisation pour l'une des 31 rubriques. S'agissant ensuite de ceux qui doivent lever la main parce qu'ils savent qu'ils rejettent, qu'ils utilisent, qu'ils fabriquent ou qu'ils traitent un PFAS en particulier et qui ne sont pas dans l'une des 31 rubriques, là bien sûr c'est l'industriel qui a mieux que nous la connaissance de son activité et qui saura s'il doit faire ou non cette analyse, et c'est à lui de se manifester et d'engager la campagne. Et là, donc, on lui a laissé le délai le plus long de 9 mois. Et justement, avec ces industriels qui vont lever la main, on va voir à l'issue de la campagne d'analyse si il y en avait 1, 2, 10 qui appartiennent à une rubrique ou pas. Et après, justement, dans la suite qui seront données au niveau national, on vous a dit qu'on mettrait en place une surveillance pérenne, mais nous pourrions élargir les campagnes d'analyse, peut-être à d'autres régimes, puisqu'aujourd'hui ça ne s'applique qu'au A, donc peut-être à l'enregistrement, et peut-être à d'autres rubriques qui, justement, du fait des retours des industriels, nous montraient que les PFAS étaient présents dans le rejet. Question. Oui, une question qui a été revenue plusieurs fois. Ces mesures doivent-elles être faites à l'échelle de l'installation ICPE ou du site lui-même? Alors, c'est précisé dans l'arrêté, hein, les analyses doivent bien être menées aux différents points de rejet de l'établissement. C'est bien donc le niveau où votre canalisation rejoint le réseau public ou le milieu naturel, hein, si vous traitez vous-même vos analyses, que ça doit être fait. Et si vous avez plusieurs points de rejet, vous aurez plusieurs analyses à faire. Bonjour, Isabelle Aubert, Stocotech. Je voulais revenir et compléter la réflexion qu'on a eue sur l'état des lieux. Nos industriels ont commencé les mesures, on sait faire des packs de mesures, mais maintenant, dans l'arrêté, on n'en a pas trop parlé, il incombe aussi à l'industriel d'établir la liste des PFAS qu'il pourrait utiliser. Et les industriels se retournent maintenant vers nous en nous disant comment établir cette liste. Et en 2 mots, ils nous donnent les FDS de tous les produits qu'ils ont et nous demandent d'aller identifier et quels pourraient être les PFAS dans ces fiches. Donc nous, on sait par retour d'expérience sur les mesures quels PFAS on a trouvé ou pas, mais comment établir la liste exhaustive qui aurait dû être faite même avant les mesures,
Là, on a un peu plus de mal. Est-ce que vous avez des pistes ou des retours d'expérience là-dessus? Alors, c'est vrai qu'il est précisé clairement que l'industriel doit établir la liste des PFAS qu'il utilise, qu'il rejette, qu'il traite, etc., ou qui sont susceptibles d'être dans ses effluents. Donc, c'est bien, et ça doit être fait en amont, puisque normalement, cette recherche de la liste des substances incriminées lui permet ou non de compléter les analyses qu'il va faire, à savoir les 20 PFAS, plus la méthode AOF, plus les autres qu'il aurait recensés. Donc c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés, donc on vous a mis des pistes dans la note d'application qui dit où aller chercher. La fiche de données de sécurité est un bon exemple et permet d'aller voir s'il y a des PFAS ou non qui sont dans les substances utilisées. Après, ça veut dire qu'il faut les regarder. Donc c'est un travail qui peut être lourd sur certains sites industriels quand il y a beaucoup de substances qui sont utilisées. Après, les PFAS les plus communs sont peut-être plus faciles à retrouver, mais j'avoue que c'est un exercice qui est délicat. Pour compléter, la note d'application précise certaines sources qui peuvent être utiles, notamment des outils qui présentent des corrélations entre secteurs d'activité et substances. Il y a différentes sources dans la note d'application qui peuvent servir pour identifier les substances. Une autre question qui était, quand on est confronté à des rejets de PFAS dus aux eaux pluviales ou au déclenchement, je dirais, d'émulseurs incendies, comment peut-on respecter la fréquence mensuelle? Alors, il est évident que normalement, notre arrêté s'applique à tous ceux qui sont susceptibles de rejeter des PFAS. Si vous avez des rejets à queue liés au process et qui sont continus, là, vous n'aurez pas de difficulté pour faire votre analyse. Il est évident qu'en revanche, si c'est sur les... parce que vous avez stocké des matières qui sont susceptibles qui contenaient des PFAS sur certaines zones à l'extérieur de votre site, ou bien que vous faites des exercices incendies à répétition au même endroit, et que c'est en extérieur, eh bien là, la contamination va être au niveau des pluviales qui seront récupérées. Et comme il pleut pas tout le temps, eh bien, le jour où vous faites venir votre laboratoire ou quand vous passez la commande, il se peut qu'il ne trouve rien. Voilà, donc ça c'est exactement, il faut faire exactement comme quand vous faites faire aussi une autosurveillance classique sur les eaux pluviales, et forcément c'est pas la peine de faire venir l'industriel un jour où il ne pleut pas. Donc ça pose la problématique de la réactivité du laboratoire et de comment le faire venir au bon moment quand c'est des pluviales, et c'est aussi un sujet difficile. Je vais changer un peu. Bonjour, Sophie Ferreira du SNOI. Du coup, je me permets de rebondir sur cette question qui vient d'être posée concernant les émulseurs. Les exploitants industriels qui ont des émulseurs fluorés sur leur site, qui ne déclenchent pas des exercices POI tous les 4 matins en utilisant effectivement ces émulseurs, rentrent-ils dans le champ d'application de l'arrêté? Typiquement, quand on a des émulseurs qui sont récupérés par des cuvettes de rétention, qu'il n'y a pas de rejet, est-ce qu'on rentre quand même dans le champ des installations soumises à autorisation utilisant des composés, des substances fluorées? Néanmoins, voilà, est-ce que c'est pertinent? Alors, l'objectif de l'exercice, c'est de quantifier, de voir qui rejette quoi et en quelle quantité. Donc, on n'est pas là pour chercher des pouyennes de PFAS. On est vraiment là pour voir s'il y en a qui sont rejetés. Donc, pour moi, quelqu'un qui... alors c'est vrai qu'on demande de recenser les PFAS qui pourraient être présents, mais si vous en avez dans l'émulseur de l'extracteur, encore, je ne sais même pas, parce que là, c'est de la poudre, donc je ne sais pas s'il y en a dans le poudre. C'est possible aussi, d'ailleurs. Mais donc, si c'est vraiment très ponctuel, et d'ailleurs, il y a l'arrêté le précise et la note d'application le précise aussi, si les exercices incendies sont occasionnels sur un site, si c'est pas quelque chose qui est récurrent, on vous demande pas d'aller l'analyser exprès à cause de ça. Donc, il faut bien que ce soit proportionné, et si c'est des pouyennes, c'est pas la peine. Il faudrait revoir comment c'est écrit précisément dans l'arrêté. Hein. Mais voilà, donc ça s'adresse bien pour la partie incendie à ceux qui font ça régulièrement, qui l'ont fait régulièrement par le passé, où là, il pourrait y avoir une contamination et il faut aller la vérifier.
une question sur comment fait-on pour établir la liste des PFAS que l'on veut regarder dans le cas d'une installation des déchets ou quand on n'a pas forcément une connaissance process très précise de ce qui se passe. Oui, juste pour concernant les mousses d'extinction anti-incendie, l'arrêté précise bien à l'article 3 que des campagnes peuvent être faites sur les émissaires d'eau de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d'extinction d'incendie en quantité significative. Voilà, sont également concernés par cette campagne, ainsi que ceux d'eau contaminés par des PFAS, d'une manière générale. Donc il y a bien cette notion de significative, donc vraiment si c'est très ponctuel, c'est pas la peine d'y aller. Oui, par rapport à la question relayée là, de l'espace de discussion, je pense qu'on venait d'y répondre plus ou moins en renvoyant aux différentes sources dans la note. Voilà, encore une fois, je pense, et ça a été dit par M. Malgorn, on n'est pas sur cette réglementation dans un souci d'exhaustivité au quart de millionième de liaison carbone-fluor. On est vraiment dans la prise de conscience d'abord par les industriels du fait que dans les process même les plus éloignés de l'industrie chimique, il y a l'utilisation assez courante de ces substances, comme ça a été exposé très clairement par M. Malgorn. Et donc, lire les fiches de données de sécurité que l'on a chez soi, alors après les faire lire par son bureau d'études, je dirais c'est un choix de prestation, mais nous recommandons chaleureusement à tous les industriels d'avoir une vague conscience des produits qui sont chez eux, et donc les lire en interne, c'est un exercice qui est somme toute vertueux. Voilà. Oui. Jocelyne Aubin nouveau, oui. 2 points. Sur le premier, ça porte sur les AOF. Donc je comprends que vous avez une grande attente, en tout cas sur les valeurs d'AOF. Je ne voudrais pas être décevant, mais on se rappelle que les AOX, au début, c'était une catastrophe. On avait tout et n'importe quoi. La Hollande, en 2012, avait fait des essais avec 10 effluents. Il y a eu des résultats sur des labos COFRAC qui avaient d'un facteur de 1 à 10 sur le résultat. Sur les AOF, moi je vois les premiers résultats. Des blancs à l'eau déviant sont déclarés positifs. Donc des surprises, on va en avoir. Et c'est là où, en fait, je suis un peu inquiet. Si l'INERIS n'a pas pu effectivement se prononcer à ce moment-là, il va falloir faire la part des choses. Le bon grain est livré et ça va être particulièrement compliqué, quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, vous disiez en fin de votre présentation que vous alliez envisager éventuellement d'autres milieux que l'eau. Alors, à titre d'information, on a testé dans le cadre des rapports de base, de regarder aussi un petit peu de PFAS dans les sols. Eh bien, suivant le labo, on a tout ou on n'a rien. Donc, là, je crois qu'il va falloir laisser aussi mûrir les techniques avant ou faire travailler l'INERIS aussi, encore une fois. Voilà, merci. Alors, sur ces sujets, alors une attente forte au sujet de l'AOF, je ne sais pas, mais une chose est sûre en tout cas, c'est que si l'AOF donne une valeur importante, on sait qu'il y a du fluor. Alors après, il y a toujours les biais. En théorie, c'est du fluor. Ça ne veut pas dire qu'il est associé au PFAS. Mais en revanche, s'il y a des teneurs importantes qui sont renseignées dans les bulletins d'analyse, eh bien, ça veut dire qu'il faudra aller chercher à quoi ça correspond en faisant, je sais pas, une spectro de masse ou d'autres méthodes analytiques qui permettront de mettre un nom sur ce fluor pour voir est-ce que c'est du PFAS ou pas. Mais ça sera mené dans un deuxième temps et si les teneurs sont importantes. Donc, ça sera une indication. Après, on l'a bien vu. Vous mentionnez l'INERIS, il travaille sur certains sujets, mais c'est surtout au niveau européen, et on l'a vu tout à l'heure, il n'y a rien au niveau européen. Donc, alors que ces substances existent depuis des décennies, mais en revanche, le fait, nous, d'avoir demandé les 20 PFAS, eh bien, on voit que les laboratoires s'intéressent forcément au sujet, et ils vont monter en compétences, et je pense que les analyses, au bout d'un moment, seront de plus en plus fines, et permettront justement de voir s'il y a quelque chose ou pas. Question SVP. Dans le cas d'un site qui serait en zéro rejet, y a-t-il d'autres obligations que de lister, de dresser la liste des PFAS?
Alors, pour les sites qui n'ont pas de rejet, s'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'impact. Rejet à queue, oui, bien sûr, puisque notre arrêté, mon bureau s'occupe que de l'eau. Il n'y a pas de mesure à faire. Donc ça, c'est clairement précisé dans la note d'application. Un industriel qui n'a pas de rejet, c'est pareil que s'il pleut pas, on va avoir du mal à faire un prélèvement. Mais s'il n'y a pas de rejet, on continue parce que tout est traité sur site, incinéré, et ben voilà, il n'y a pas de mesure à faire. En revanche, il y a la liste des PFAS, si jamais il y en a qui sont utilisés, à tenir à la disposition de l'inspection, et le justificatif, comme quoi il n'y a pas de rejet aussi, si l'inspection vient vous voir et qu'elle veut aborder le sujet. Je crois qu'on arrive pratiquement à la fin de la première partie. Où on peut, étant donné qu'on a commencé en retard, oui, prendre encore... Oui. Merci. Deux petites questions. Première question... Anne Delorme, pardon, avocate. Deux petites questions. Une première sur la valeur un peu de référence que vous auriez, soit au niveau du ministère, soit en Dreal, une valeur un peu guide qui vous ferait dire qu'il s'agit de gros émetteurs, de gros rejets, que ce ne sont pas des pouillèmes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce que c'est la valeur, par exemple, de 0,1 microgramme ou est-ce qu'il y a d'autres valeurs de 25 microgrammes pour les PFOS voilà. Est-ce que vous avez des valeurs comme ça, au-delà desquelles vous considéreriez qu'il s'agit de rejets importants? Et deuxième question, est-ce que vous envisagez est-ce que les Dreal envisagent de publier les résultats de l'ensemble des industriels qui ont fait ces analyses? Alors, sur la première question, sur à partir de quand on considère que c'est des pouillèmes ou pas, dans la réglementation aujourd'hui, sur les installations classées, il y a uniquement la valeur de 25 microgrammes litres pour les rejets et pour le PFOS, puisqu'il n'y a rien d'autre au niveau européen. Il y a cette norme de 0,1 microgramme litre que vous mentionniez pour l'ensemble des 20 PFAS, mais qui, elle, concerne l'eau potable. Donc, il n'y a pas de lien direct entre une eau qu'on va boire et un effluent qui serait rejeté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas, moi, de valeur à vous donner qui dit à partir de temps, on considère que c'est important ou pas. D'autant plus que tout ça dépend aussi de la dangerosité des PFAS. Et c'est pas parce qu'on est PFAS qu'on est dangereux et la dangerosité n'est pas la même, ou l'impact n'est pas le même. Donc, il y a l'ANSES qui travaille actuellement sur le sujet et qui doit nous donner des valeurs toxicologiques de référence déjà dans un premier temps pour les 20 PFAS qui sont dans la directive eau potable. Mais donc aujourd'hui, je n'ai pas de valeur à vous donner et c'est bien l'analyse et le dépouillement de ces informations qui nous permettront de voir à partir de quand il y a un sujet ou pas. Oui, peut-être, enfin, pour être très clair, on va raisonner en distribution. Donc on va regarder au vu de l'ensemble des remontées et c'est pour ça que il va falloir patienter un tout petit peu parce qu'on par exemple ce sera pas juste la première campagne qui va nous éclairer, alors elle va nous donner des premiers indices, mais c'est bien quand on aura fait les 3 campagnes qu'on aura en fait ce retour d'ensemble de ces analyses qu'on verra en gros quels sont les 20% plus émetteurs, etc. Et c'est bien une démarche pragmatique en fait. D'identifier les industriels fortement émetteurs, les secteurs fortement émetteurs, pour pouvoir ensuite concentrer une action publique dessus. Et, en ce qui concerne la publication des résultats, ce sont des données environnementales, donc par nature communicables. Et donc, à la fois, bien sûr, elles pourront être demandées auprès de l'inspection des installations classées. Et d'une manière générale, on est en train de préparer des outils permettant un accès un peu plus massif à ces données, voilà, qui ne sont pas encore disponibles. Enfin, on est obligé à quelques développements informatiques pour le traitement de ces éléments. Et une dernière question à distance. Si une pollution est détectée, quelles sont les actions envisagées? Alors, donc ça rejoint un peu aussi la question de à partir de quel moment on considère qu'il y a une pollution ou non. Eh bien, il va falloir que l'industriel trouve en fait l'origine de cette pollution. Il faudra qu'il voit si ça vient de son process, à quel endroit dans le process, si ça vient de l'eau qu'il utilise, peut-être qu'il utilise une eau qui contient déjà des contaminations en PFAS. Donc c'est déjà la recherche de l'origine de la substance. Et puis après, il faudra qu'il voit s'il y a un impact ou pas sur l'environnement. Donc il y aura des mesures qui seront vraisemblablement prises
prise par l'inspection des installations classées localement, comme Malcolm vous l'a présenté tout à l'heure. S'il y a quelque chose, bien sûr, l'industriel devra engager des mesures pour caractériser les substances incriminées, leur potentiel impact, et puis l'objectif aussi de cette quantification, et c'est l'axe du plan PFAS, c'est de réduire les émissions de PFAS, donc ça ira vers la réduction des PFAS qu'il émet. Alors c'est très frustrant, mais on va essayer de se garder la deuxième partie pour parler de la sécheresse. Si jamais vous êtes vraiment convaincu par la clarté extraordinaire de notre présentation sur la sécheresse et que vous n'avez pas de questions sécheresse, on aura le droit à quelques questions PFAS bonus. Voilà, donc je passe la parole à Julien Raimondi pour présenter ce deuxième texte. Bonjour. Alors, je prends la zapette. Donc, avant de vous présenter rapidement, la réglementation ICPE pour la gestion des périodes de sécheresse, un retour sur le contexte. Donc, on est une ressource en eau qui est aujourd'hui sous contrainte en tension. L'épisode de sécheresse de 2022 a été d'une intensité très forte. En quelques chiffres, durant cet épisode, 93 départements sur les 96 ont été soumis à des restrictions en eau. Et dont 79 étaient en zone en crise, c'est-à-dire au niveau de gravité le plus haut. Il y a 4 niveaux de gravité, le niveau de vigilance, d'alerte renforcée et de crise. En 2023, une sécheresse quand même moins intense, mais une situation qui reste dégradée. Selon les infos, l'état des nappes d'eau souterraines, lorsque c'est en jaune ou une couleur plus chaude, c'est une situation qui est en dessous de la normale. Donc on peut constater qu'on est sur une situation qui est globalement une colonne vertébrale en dessous des normales. Et enfin, à droite, une vision plus récente sur le niveau des zones en France. Donc on peut remarquer qu'il y a beaucoup de rouge et beaucoup de jaune. Donc on est toujours dans des niveaux de gravité, soit en vigilance ou en alerte, voire encore en crise. Donc à l'heure actuelle, on est à 68 départements qui ont une partie du territoire en alerte renforcée et 55 départements ont une partie de leur territoire en niveau de crise. Ça ne veut pas dire que tout le département est en zone de crise ou en zone d'alerte renforcée, mais en tout cas, il y a bien une source ou une zone qui est soumise à des restrictions. Concernant juste le contexte, dans le cadre de la planification écologique, en mars dernier, le gouvernement a défini un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Il définit 53 mesures qui sont organisées en 6 axes. Donc un premier qui est organiser la sobriété des usages pour tous les acteurs, optimiser la disponibilité de la ressource, ensuite c'est préserver la qualité de l'eau. Le 4e axe, c'est mettre en place les moyens d'atteindre ces ambitions. Il y a spécifiquement un axe, le 5e, qui est être en capacité de mieux répondre aux critères de sécheresse. Et un dernier axe qui est sur un bilan, un suivi des engagements qui sont tenus. Donc, plus précisément sur l'axe 5, donc être en capacité de mieux répondre aux crises de sécheresse. Donc le but, c'est d'améliorer la gestion des périodes de sécheresse. Il y a plusieurs objectifs, donc c'est mieux informer et mieux prévenir les situations de tension, avec parmi les 53, 3 mesures spécifiques. Une première qui est le déploiement d'un outil pour connaître aisément les restrictions selon sa localisation et selon son usage, donc qui permet à chaque acteur rapidement de savoir dans quelle zone d'alerte je suis et quelles restrictions s'imposent. Il y a également la mise à jour du guide national des restrictions de sécheresse pour une meilleure efficacité et adaptation des mesures au plus près des réalités de terrain. Donc là, c'est expliquer tout le concept, l'organisation des mesures de restriction dans la réglementation. Donc ça donne un bon panorama des choses qui existent et comment ça s'organise. Et enfin, le développement d'outils pour accompagner les prises de décision tant à l'échelle nationale que locale. Toujours sur un élément de contexte, mais là on se rapproche de notre sujet, c'est sur la réglementation ICPE en matière de sobriété hydrique. Donc existe depuis longtemps l'arrêté du 2 février 1998 qui est relatif au prélèvement et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE qui sont soumises à autorisation.
Donc dès son article 2, il y a un rappel important qui prévoit que l'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'installation pour utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable. Donc ça, c'est une chose qui est prévue par la réglementation ICPE. Donc enfin, sur l'arrêté qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc la réglementation ICPE pour la gestion des périodes de sécheresse s'est dotée le 5 juillet dernier d'un arrêté ministériel du 30 juin relatif aux mesures de restriction de l'eau en période de sécheresse. Donc son objectif, c'est de définir un cadre national des restrictions d'eau pour les ICPE, c'est fixer des niveaux de réduction et de prélèvement et de consommation selon le niveau de gravité, de suivre les niveaux de prélèvement et de consommation des sites qui sont en zone de tension, mais également de permettre au préfet d'adapter ces restrictions selon les circonstances locales. Donc là, on va rentrer plus en détail sur la construction de l'arrêté. Donc dans son champ d'application, donc ça va concerner toutes les ICPE qui relèvent de l'autorisation et de l'enregistrement qui ont un prélèvement annuel supérieur à 10 000 m3 par an. Il va s'appliquer en complément des arrêtés d'orientation, des arrêtés CAD et des arrêtés de restriction, et également des arrêtés préfectoraux ICPE. Et bien en complément, il n'est pas en substitution. Concernant les dispositions principales, l'enjeu, les restrictions, donc comme je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs niveaux de réduction, du prélèvement ou de la consommation, selon un volume de référence qui est échelonné par niveau de gravité et qui doit être appliqué sous 3 jours après le déclenchement du niveau de gravité. Donc, lorsqu'on est en niveau de gravité vigilance, on a une sensibilisation accrue du personnel d'établissement. Lorsqu'on est sur une zone d'alerte, donc on a 5% de réduction par rapport au volume de référence, alerte renforcée 10. Et enfin, lorsqu'on est en crise, on doit réduire de 25% son prélèvement. Donc sur le volume de référence, il y a des réductions qui ne sont non applicables, c'est précisé dans l'arrêté, c'est les usages qui sont nécessaires à la sécurité et l'intégrité des installations, à la défense contre l'incendie, au respect des exigences sanitaires et environnementales. Donc ces usages-là ne sont pas à compter dans le volume de référence. Également, pour avoir un suivi de la situation, on a exigé un rapportage hebdomadaire. Lorsqu'on est sur une zone en alerte renforcée ou en crise, l'exploitant doit déclarer de façon hebdomadaire ses prélèvements via des démarches simplifiées. Donc l'objectif, c'est d'avoir des informations de suivi en période de forte tension, donc les types de prélèvements, la consommation sur la semaine passée, les volumes prévisionnels la semaine suivante, les actions de réduction qui ont été mis en œuvre ou qui vont mettre en œuvre, le niveau d'activité, savoir si ça impacte l'activité de l'installation, en arrêt partiel, total, et également pouvoir partager les difficultés rencontrées. Donc, à ces exigences, il y a des exemptions qui sont prévues par un arrêté ministériel. Donc, sont exemptes des réductions précédentes, des réductions et du rapportage précédent, les installations qui sont nécessaires à une activité particulière. Donc, la salle suivante va lister les activités, lister les activités qui sont prévues par l'arrêté. Également, les installations qui utilisent au moins 20% qui réutilisent au moins 20% des eaux prélevées par rapport à leur prélèvement, ou qui ont déjà réduit de moins 20% son prélèvement d'eau depuis 2018, donc celles qui ont déjà joué le jeu sur la sobriété. Et enfin, les toutes dernières installations qui ont été enregistrées ou autorisées depuis le 1er janvier 2023. Donc, sur les activités exemptées et les réductions, donc les installations qui sont nécessaires pour capter, traiter et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine et aux eaux conditionnées ne sont pas concernées. Également pour les eaux qui sont destinées à la santé, aux survies, au bien-être des animaux ne sont pas concernées par ces réductions. Les installations qui sont nécessaires à la production d'électricité ne sont également pas concernées. Production d'énergie à partir de ressources renouvelables également, qui permettent aussi la production de certains médicaments ne sont pas concernés. Et enfin aussi traitement de déchets dangereux, non dangereux, le nettoyage des textiles utilisés au sein des établissements de santé, et enfin celles qui sont nécessaires pour la transformation agroalimentaire en flux pulsé de matières d'origine agricole périssables à l'état frais.
Donc voici la liste des activités exemptées par l'arrêté ministériel. En disposition principale également, qui s'applique à toutes les installations, enregistrements et autorisations qui prélèvent plus de 10 000 m3. Donc ça, c'est tout le monde visé par l'arrêté. Donc il y a des informations qui sont à tenir à disposition de l'inspection. Donc c'est les volumes prélevés et rejetés et consommés avec les masses d'eau associées de façon périodique. Donc lorsque le débit est supérieur à 100 m3 par jour, le rapportage sera hebdomadaire, sinon c'est un rapportage mensuel. Tenir également à la disposition de l'inspection la justification du volume de référence qui est peut être assez subtil. Dans la justification de ce volume de référence, les volumes qui sont nécessaires pour la sécurité et l'intégrité des installations, la défense contre l'incendie, le respect des exigences sanitaires et environnementales, et enfin également aussi la procédure de sensibilisation accrue du personnel qui est exigée dès le niveau de vigilance. Et également, lorsqu'on fait valoir une exemption, parce qu'on a mis en place des actions de sobriété, la justification d'une réduction de moins de 20% du prélèvement ou de 20% de réutilisation. Enfin, un dernier objectif de cet arrêté, c'était de pouvoir s'adapter aux circonstances locales. Donc l'autorité administrative compétente, en fonction des circonstances, peut adapter les pourcentages de réduction demandés et les conditions d'exemption. Si soit l'autorité administrative de fixer des dispositions moins contraignantes, alors un arrêté devra être pris. En revanche, il existait déjà des mesures locales plus contraignantes. Elles prévalent sur celles de l'arrêté ministériel. On aura quelques exemples. Si sur une ressource, on a des tensions sur plusieurs besoins pour plusieurs usages, un préfet peut exiger une réduction plus importante à atteindre pour l'industriel. Ou également ne pas exempter certains secteurs d'activité. Enfin, en point d'attention et un peu résumé des dispositions de l'arrêté, donc il y a des enjeux sur l'articulation avec d'autres textes au niveau de la réglementation locale. Il y a une sélection des secteurs d'activité qui sont exemptés, notamment en regard des enjeux qu'elles portent. Il y a des niveaux de réduction qui sont fixés et un délai de 3 jours pour les atteindre. Il peut y avoir quelques difficultés pour transmettre toutes les informations qui sont exigées. Permet les adaptations possibles par le préfet selon les circonstances locales. Et également un suivi via le rapportage par la démarche simplifiée. Donc, pour la mise en œuvre de cet arrêté, il y a eu une note d'application qui a été également publiée le même jour. Donc, cette note apporte des précisions qui concernent la méthode du calcul du volume de référence et aussi explicite certaines activités qui sont exemptées. Également, le message à la DGPR aux fédérations professionnelles et aussi l'inspection aux exploitants qui seraient concernés. Donc sur le reportage hebdomadaire, il y a aussi l'inspection qui peut être en appui des industriels pour compléter ce rapportage. Et donc dans un avenir un peu plus lointain, une mise à jour de la note. Et donc en prenant en compte les questions et les remarques qui nous ont été remontées. On est terminé de la présentation. Des questions sur la sécheresse? Non? On va passer au PFAS. SVP, une question. Oui, voilà. Comment faire si l'année de référence était une année de travaux et on ne prenait pas en compte les futures consommations de la ligne d'eau en cours de construction? Si l'année En fait, c'est par rapport aux 5 ans il écrit dans l'arrêté ministériel qu'on est exempté des réductions si on a baissé de 20% sa consommation par rapport à 2018. Et si 2018, c'était une année où on n'a rien fait, comment fait-on? Ça va être dans la note d'application. Je n'ai pas la réponse comme ça tout de suite. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça veut dire que l'année n'est pas représentative et on peut proposer, je pense, l'année d'avant ou l'année d'après.
on a traité ce cas. J'avoue que je ne me rappelle plus, je suis un peu embêté, mais si vraiment une année n'est pas représentative, il y a normalement pas de difficulté à ce que l'exploitant démontre quelque chose qui serait plus représentatif. Donc vous pouvez vous baser sur l'année d'avant ou l'année d'après. Sous réserve, bien sûr, de le démontrer, de le justifier. Il ne s'agit pas de dire qu'elle n'est pas représentative parce que ça ne vous arrange pas. Effectivement, la lettre du texte dit que le volume de référence, en gros, c'est l'année civile précédente. Alors après, avec une savante moyenne entre les trimestres, etc., on s'est posé des tas de questions, notamment sur la profession viticole, voilà, qui a beaucoup guidé notre raisonnement, avec une forte consommation d'eau aux alentours de août, septembre, octobre. Mais effectivement, c'est plutôt, je pense, à expliquer assez rapidement à l'inspection, et ça ne posera pas de difficulté puisque c'est raisonnable si l'année civile précédente n'avait aucun sens par rapport à votre activité, de donner des données plus pertinentes. Oui, dans de nombreux départements, des arrêtés cadres préfectoraux étaient antérieurs à l'arrêté ministériel. Ils fixent des réductions sans différence de classement, enfin selon une modalité différente. Est-il prévu de mettre en cohérence les arrêtés préfectoraux avec l'arrêté ministériel ? En fait, heureusement, les préfets ont travaillé et ils n'ont pas attendu que nous, au niveau de l'administration centrale, on fasse quelque chose qui fixe en fait des prescriptions respectées à minima. Donc les préfets, ce sont eux qui ont la meilleure connaissance du terrain et du local en fait que nous. Donc nous on fixe bien une base réglementaire à minima, et les préfets eux, qui savent si leur bassin est en tension ou pas, s'il y a des difficultés ou pas, on devait de toute façon prendre des arrêtés cadres qui sont différents d'un département à l'autre. Donc il n'est pas prévu d'harmoniser ou de leur demander d'harmoniser les pratiques, puisque c'est bien local et on parle bien d'arrêtés cadres sécheresse locaux. Si on avait voulu qu'il n'y en ait pas localement, on aurait dit que vous n'en prenez pas. Ok. Donc, Céline Caroli, Franchini. Donc, c'est une question qui est liée à la précédente concernant l'articulation entre les différents textes, les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter, les arrêtés départementaux, interdépartementaux et l'arrêté ministériel. Il nous a été remonté des difficultés pour comprendre à quoi l'exploitant était effectivement soumis. Donc concernant dans le plan haut, vous avez cité une mesure d'information pour savoir à quel niveau d'alerte on est soumis. Donc ça, je pense que c'est VigiO, j'imagine. Et la question c'est est-ce que il est prévu que soient précisés les textes auxquels les exploitants finalement sont soumis, sachant que un arrêté départemental peut être plus contraignant que l'arrêté ministériel pour certains seuils et moins contraignant pour d'autres. Donc à chaque fois que un seuil est dépassé, l'exploitant doit se référer à l'ensemble des textes susceptibles de s'appliquer à lui pour savoir exactement quelles dispositions s'appliquent. Donc ça pose une difficulté concrète compte tenu du fait qu'on est dans des délais de 3 jours pour appliquer. Donc en fait ma question c'était plutôt un retour d'expérience sur ce qui s'est fait en 2023. Est-ce qu'il est prévu une aide de compréhension de l'articulation pour les exploitants ? Alors, s'agissant de l'application des textes, donc comme on l'a dit, nos textes s'appliquent sans préjudice c'est-à-dire que l'ensemble des textes applicables s'appliquent concomitamment, donc ils s'appliquent en même temps et ensemble. Donc s'il y a un arrêté cadre sécheresse qui a été pris par le préfet, il s'applique. Si vous avez dans votre arrêté préfectoral des dispositions qui sont spécifiques à la sécheresse, elles s'appliquent, et l'arrêté ministériel s'applique. L'arrêté ministériel étant plus fort qu'un arrêté préfectoral dans la hiérarchie des textes. Donc maintenant, localement, le préfet, lui, qui a une meilleure connaissance des enjeux que nous, est en capacité de prendre des dispositions différentes. Donc s'il veut que des seuils de réduction que nous avons proposés, par exemple lorsque le niveau de crise est atteint, s'il trouve qu'ils sont trop forts avec 25% et qu'il veut prendre et qu'il pense que 10 est plus adapté à ce territoire, il a la possibilité de prendre un arrêté, mais qui devra l'être
après la publication de l'arrêté ministériel, en disant que la valeur de 25 qui est dans l'arrêté ministériel ne s'applique pas, ou pour moi, pour mon territoire, c'est la valeur de 10 qui est applicable. De la même manière, nous avons nous exempté au niveau national des niveaux de restriction certains secteurs d'activité. Le préfet, lui, s'il y a une tension sur la ressource et que telle rivière, il n'y a plus d'eau, il va interdire à tout le monde de pomper dans la rivière ou dans le fleuve. Et donc, son arrêté préfectoral, qui sera pris après, prévaudra, ou s'il était pris avant avec des seuils de réduction plus forts, eh bien, c'est toujours la prescription la plus forte qui va s'appliquer. Donc, c'est vrai que ça vous oblige à regarder l'ensemble des textes applicables. Voilà, donc je suis désolé que nous ayons, nous, pris cet arrêté qui vous oblige à le regarder, mais ça permet d'avoir aussi quelque chose au niveau local et d'harmoniser. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut mettre un outil à votre disposition? Il y a Vigio, c'est ça, hein, Vigio et ProPluvia, qui permet, ProPluvia qui a connu une refonte récemment et qui permet notamment de voir l'historique des arrêtés pris pendant l'été. Vigio, c'est au jour le jour, et ProPluvia, ça permet aussi de faire un historique. Donc sur ce sujet-là, c'est nos collègues de la direction de l'eau et de la biodiversité qui ont la main. Et donc, il faudrait qu'on puisse rebasculer votre souhait ou votre demande. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux aussi pour voir justement comment vous aider au mieux, pour voir quelles sont les prescriptions qui s'appliquent et à quel moment, sur quel secteur géographique. Une question, si l'application des réductions conduit à des activités partielles, voire un arrêt du site, doit-on aller jusque-là? Oui, c'est le principe de l'arrêté ministériel. Hein. L'industriel doit... on a l'impression des fois qu'il y a 5, 10 et 25% qui sont mentionnés en baisse de réduction de consommation. Même avec des teneurs de 5%, ça peut générer un arrêt partiel d'une activité, voire des fois des arrêts totaux. Donc on a bien conscience de la difficulté que ça représente pour les secteurs d'activité. Mais si il y a un arrêté qui a été pris par le préfet localement et qui a dit qu'on était en crise ou en alerte renforcée, ça a bien été pris aussi en connaissance de cause. Il est donc normal que l'exploitant respecte et les dispositions locales et cet arrêté ministériel. Et donc, dans ce cas d'espèce, il devra baisser du pourcentage qui est mentionné dans l'arrêté ministériel. Autrement, ce serait une non-conformité à la réglementation. Alors, je me permets, c'est pas une question, ça ne nécessitera pas forcément de réponse, mais j'ai noté dans la liste des exemptions tout ce qui a trait à la santé, à l'hygiène, aux animaux. J'ai vu aussi les industries qui font de l'embouteillage pour la consommation d'eau humaine. Donc, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui a conduit à ce que ces industries soient dans la liste, puisqu'effectivement, on peut amener des industriels à réduire leur activité ou voire à fermer leur site temporairement et pas ces usines-là d'embouteillage d'eau de consommation humaine, alors qu'il faudrait à mon sens privilégier l'eau qui va jusqu'au robinet des riverains plutôt que l'eau qui part dans des bouteilles. Voilà. Donc s'il y a une explication logique, je veux bien la savoir, sinon c'était juste un commentaire. Alors, donc cette liste d'exemptions a fait l'objet de beaucoup de discussions. Il faut savoir d'ailleurs que lorsqu'on a consulté les parties prenantes sur la rédaction de ce texte, pratiquement toutes les fédérations professionnelles nous ont demandé à en être exemptées. Donc maintenant, comme vous l'avez dit, l'eau qui est destinée à être mise en bouteille fait partie des exemptions, ce qui n'est pas le cas des jus de fruits, des sodas, etc. Donc c'est bien l'eau destinée à être consommée, puisque si on est dans un secteur et qu'il y a des restrictions justement sur l'usage de l'eau ou qu'il n'y a plus d'eau potable, eh bien on devra alimenter les populations avec des citernes ou avec des bouteilles d'eau. Donc c'est dans cet objectif-là que nous avons maintenu et que peuvent disposer d'exemptions le secteur de la production d'eau en bouteille. En revanche, c'est toujours pareil, c'est un arrêté ministériel et qui s'applique en plus des autres textes. Et si localement il y a une tension sur la ressource, bien sûr, le préfet pourra interdire à l'entreprise qui met de l'eau en bouteille de mettre son eau en bouteille parce qu'il y a un problème sur la ressource. Peut-être j'en profite sous le contrôle de Monsieur Perrin pour
répondre à quelques autres questions à distance sur l'industrie agroalimentaire est-elle exemptée dans sa totalité. Alors comme M. Raimondi l'a lu, en fait, l'exemption agroalimentaire, c'est une phrase un peu compliquée avec beaucoup de mots et chacun a été savamment pesé. Donc si on avait voulu dire toute l'industrie agroalimentaire est exemptée, on aurait sauvé de l'encre. Donc non, c'est pas toute l'industrie agroalimentaire qui est exemptée. C'est bien quand, en fait, si on arrête la production, des précieuses denrées alimentaires ou destinées à l'alimentation vont pourrir au bord des champs. Voilà. Donc il y a bien cette idée qu'en fait, on a une production agricole qui doit être transformée en flux tendu, enfin en flux poussé, en fait. Voilà, elle est là. Et si on ne la transforme pas, si on ne la conditionne pas, si on ne la refroidit pas ou la chauffe pas, il va en résulter un immense gâchis alimentaire qui n'est pas du tout souhaitable pour, ne serait-ce que pour des notions de bon usage des ressources, y compris la ressource en eau. Et donc, c'est bien ce type d'activités-là qui sont exemptées. Une fois que vous avez un produit qui est stabilisé, qui, tel le beurre, peut être mis en chambre froide et conservé, eh bien, il n'y a plus d'urgence, en fait, productive. Et donc, il y a ce travail-là assez fin, on doit le dire, un petit travail de dentelle qui doit être réalisé au sein des industries agroalimentaires pour identifier dans leur chaîne de production celles qui relèvent de l'exemption et celles qui relèvent d'une industrie normale, entre guillemets, qui va donc faire cet effort de réduction d'usage d'eau en situation d'urgence, en situation de crise sécheresse. Et c'est alors autre question qui va avec sur le thème, moi je suis partiellement exemptée mais pas entièrement, comment je fais sur des marges simplifiées. Alors c'est vrai que des marges simplifiées a parfois ne tient pas forcément complètement sa promesse qu'il comporte dans son nom, mais en fait tout va dans le calcul du volume de référence, dans lequel en fait on va défalquer de ce calcul du volume de référence les usages qui sont exemptés. Du coup, la réduction s'appliquera à un objet plus petit, donc la réduction sera plus petite, mais à la fin, on réajoute en fait ce volume qui avait été exempté de ce qu'on a vraiment le droit d'utiliser. Donc c'est ça la logique mathématique, si je résume. Et par contre, alors je le dis, j'en profite à ce stade des questions-réponses. On est vraiment preneur de votre retour d'expérience d'application de ces quelques premiers mois, à la fois sur la compréhension du texte, qui effectivement, dans le cas d'activités mixtes, en gros, peut nécessiter un peu de conceptualisation pour savoir quels sont les volumes que je déclare, ceux auxquels va s'appliquer la réduction, ceux du coup qui doivent être les volumes réduits, et puis ceux à la fin en remettant tous mes usages ensemble auxquels j'ai droit, puisque on voit que ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc on est preneur de vos retours. Si on peut simplifier, on est très ouvert à la simplification. Et n'hésitez pas à passer par vos fédérations professionnelles, notamment qu'on consulte à cet effet. Question dans la salle, d'autres questions? Ça c'est possible, oui. La regarder en même temps. Sébastien Peureux, SGS. Il me semble aussi que la mise en place des actions un peu structurelles au niveau des industries est liée au récent arrêté qui a été paru toute fin août pour l'optimisation de l'eau, celui du 29 août 2023, qui va aussi aider à structurer un peu la mise en place d'actions de réduction sur le long terme et pas uniquement en question d'urgence. Mais ce décret-là, de mémoire, il l'exclut encore, effectivement. Le REUT, oui, tout à fait. REUT, mais bon, qui passe aussi... pardon, excusez-moi, effectivement. Mais effectivement, la REUT, c'est juste une partie des 3R et elle commence par réduire avant de commencer à faire de la réutilisation. Donc les industries aujourd'hui, je pense qu'elles ont aussi à s'engager elles veulent s'engager dans quelque chose qui est assez structurel. Et on parlait des industries agroalimentaires notamment. Celles-ci sont encore exclues pour l'instant de ces nouveaux cadres. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont amenées à évoluer dans les mois qui viennent?
Donc oui, ça fait partie du plan eau. Donc la réutilisation des eaux usées est un point important justement pour les industriels, puisque ça leur permet de réutiliser de l'eau et d'éviter de la pomper dans le milieu naturel ou dans le réseau d'alimentation d'eau potable. Donc pour une industrie classique qui ne fait pas partie de l'agroalimentaire, ce sont déjà des choses qui sont communément faites, alors qu'il n'était peut-être pas encore trop jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas de tension sur la ressource. Et tant que l'eau ne coûte pas trop cher et qu'il n'y a pas de tension sur la ressource, on fait attention bien sûr, et la réglementation d'ailleurs vous le demande, mais on le regarde peut-être pas du même point de vue que si on est dans un milieu qui est en tension et que le prix de l'eau va en augmentant. Donc c'est un sujet de préoccupation maintenant, et nous avons alerté l'inspection des installations classées qui regarde dans les dossiers qui lui seront transmis. Donc pour l'industrie agroalimentaire, comme vous le disiez, le Code de la santé publique dit que les usages doivent être encadrés par un décret, et le décret du 29 août que vous mentionniez, c'est pas celui qui réglemente justement la réutilisation dans le secteur de l'agroalimentaire. En revanche, le texte est en cours de finalisation et il est prévu dans le plan eau qu'il soit pris avant la fin de l'année. Et il prévoit justement des autorisations ou des déclarations en fonction du type d'eau usée qui sera utilisée, de l'utilisation qu'on en fera. Donc le texte pour l'agroalimentaire va sortir d'ici à la fin de l'année et d'après le plan eau. Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'interrogations dans l'espace de discussion sur oui, mais comment ça s'articule le local et le national. Alors ça a été très bien dit par M. Raimondi, encore mieux dit par M. Malgorn. Alors je vais le dire différemment avec mes mots. Si le texte local est plus sévère que le texte national, il s'applique. Pourquoi il prévaut alors que c'est un texte local et que souvent on a tendance en France à penser que ce qui vient du national est plus important que le local? C'est une question mathématique en fait. Si je vous dis, trouvez un volume qui soit qui corresponde à une réduction supérieure à 25%, qui est l'exigence nationale, et supérieure à 30%, qui peut être par exemple l'exigence locale, ces deux exigences ne sont pas contradictoires. Elles s'appliquent toutes les deux. Il faut que votre volume il soit inférieur, qui réalise plus que 25% de réduction et plus que 30% de réduction. Il se trouve qu'en fait, mathématiquement, c'est donc plus que 30% de réduction qui s'applique. Ce n'est pas contradictoire si le local est plus exigeant, c'est juste lui qui prévaut mathématiquement, en fait. C'est pas une question juridique, c'est une question mathématique. Par contre, si localement, et ça a été redit par M. Mulder, le préfet veut être moins exigeant, il a le droit. Et là, on me demande quel est le fondement juridique qui permet à un préfet d'être moins exigeant qu'un Parisien. Eh bien, c'est dans le texte, en fait. Voilà, l'arrêté dit, si le préfet le veut, il peut être plus cool que les Parisiens. Donc, dans un cas, on a une logique mathématique, dans l'autre cas, on a une logique juridique, mais ça marche dans les deux cas. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle pour alterner? SVP, oui, peut-être une dernière. Est-ce qu'un site qui n'avait pas de consommation en 2018, donc un site nouveau, est exempté de l'AM? Et question un peu qui me semble similaire, un site qui aura des augmentations de production à venir, comment traite-t-il l'AM? Alors, quelqu'un qui n'existait pas en 2018, mais qui a existé en 2019, forcément, son année de référence ne pourra pas être 2018 là pour la réduction des consommations. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une question similaire. Donc, si l'année n'est pas la bonne, bien, c'est à lui de proposer celle qui est la plus rapprochée et qui est la plus pertinente et de le justifier auprès de l'inspection. Ça ne posera aucune difficulté. On a, dans l'arrêté, on a dit que les sites qui ont été autorisés après le 1er janvier 2023 étaient exemptés aussi parce qu'on considère que, comme ce sont des sites nouveaux, créés ex nihilo, ils ont déjà mis en œuvre une optimisation de leur utilisation de l'eau. Et après, j'ai perdu la dernière question sur un site qui augmenterait sa capacité de production et prélèverait plus ou consommerait plus d'eau. Oui, et donc là, pour ce cas-là, c'est vrai, comme c'est par rapport à une année de référence, eh bien, il va être pénalisé, ce site, alors même que il a une croissance de son activité.
Donc les sites qui sont en extension sont pénalisés du fait que l'année de référence est située 5 ans auparavant. Pardon, encore une fois, c'est un texte qui a une logique très très pragmatique. Hein. C'est un texte qui s'applique en gros quand localement il n'y a pas assez d'eau pour tous les usages que tout le monde voudrait en faire. Et donc c'est vrai que sur un site qui aurait des envies de croissance fortes, mais qui serait sur un territoire situé un peu structurellement avec des périodes de crise de sécheresse très importantes, l'application de cette règle, qui était vraie cet été, qui se poursuit dans les territoires qui sont encore concernés, qui sera vraie encore l'année prochaine, va obliger à réfléchir. Soit le site il est approprié pour faire cette extension de production de manière pérenne en tenant compte du changement climatique et de tout ce que ça implique. Et peut-être que pour ce faire, il faut procéder à des économies d'eau sur tout le reste du site pour dégager finalement la marge de manœuvre nécessaire pour la suite. Il y aura aussi une logique glissante, c'est-à-dire que si le site cette année a été soumis à peu en 2023 a été soumis à peu d'épisodes de sécheresse parce que finalement la zone était peu tendue. Il va avoir pour l'année 2024 un nouveau volume de référence plus avantageux tenant compte de sa nouvelle activité. Donc c'est quelque chose c'est une règle finalement qui est flottante au sens où elle s'adapte à la réalité de ce qu'a été l'activité industrielle du site l'année précédente. Et donc on est sur cette année de lancement, mais on va avoir ensuite une pérennisation du dispositif, ou quelque part une croissance de l'activité maîtrisée, compatible avec les volumes autorisés dans l'arrêté ministériel, qui se sera faite sur une zone où finalement il y a eu un peu de crise sécheresse, mais pas trop, permettra plus de marge de manœuvre l'année d'après. Il n'est pas encore 16h30. Est-ce qu'on repasse à des questions sur PFAS, éventuellement, dans la salle? Je crois qu'il y en avait une question ici. Merci. Bonjour, Julia Tonetti, Société Paprec. Merci pour la réunion d'information sur les PFAS, très intéressant. Et pour faire référence au plan d'action ministériel qui parle des rejets au niveau général, l'amélioration des connaissances sur les rejets au niveau général, est-ce que vous savez s'il y a des travaux en cours, donc pas sur les rejets à queue, mais plutôt sur les rejets fumés, rejets gazeux, sur une éventuelle mesure sur ce type de rejet-là? Question un peu à côté. Alors en fait, vous l'avez vu déjà, pour les rejets à queue, on a des difficultés puisqu'il n'y a pas de normes au niveau européen. On a vu qu'il y avait des accréditations pour l'analyse des 20 substances PFAS. Il n'y a pas de méthode, la méthode indiciaire, mais il n'y a pas de normes. Donc en fait, tout ceci est déjà un peu balbutiant et il n'y a rien de vraiment arrêté. Sur les rejets gazeux, on part encore de plus loin. Et là, il n'y a pas non plus de normes qui sont existantes ni au niveau européen ni au niveau français. Donc en revanche, certains industriels font déjà ces mesures avec des méthodes qu'ils ont développées eux-mêmes ou co-développées avec des organismes. Merci de votre réponse. En effet, on sait que l'incinération est une méthode de destruction des PFAS qui a priori est une des seules pour l'instant qui fonctionnerait. Et donc en termes de valorisation énergétique, ce serait intéressant de voir ce qui va éventuellement être fait pour voilà, dans le futur pour être conforme par la suite. C'était juste un commentaire. À distance, on avait une question tout à l'heure sur les PFAS. Quand on est dans le cas d'une plateforme, faut-il faire les mesures en sortie des ateliers ou en sortie de la plateforme? C'est toujours pareil. La réglementation, l'arrêté vous demande les mesures au niveau de chaque établissement. Donc c'est pas forcément de l'atelier, mais c'est s'ils ont un collecteur unique, ensuite les ateliers vont se rejeter et d'aller vers la station sur la plateforme qui va traiter les rejets. C'est bien sortir du tuyau ou des tuyaux de l'industriel avant qu'il ne rejoigne la station qui elle va être gérée par la plateforme, que les analyses devront être menées et elles devront également l'être au niveau du rejet de la plateforme, puisque de toute façon les stations de traitement des eaux industrielles sont une des rubriques concernées par cet arrêté sur les PFAS. Donc les mesures sont bien à faire au niveau des exutoires de chaque industriel concerné par l'une des 31 rubriques mentionnées dans l'arrêté.
peut-être également, enfin, sur ce sujet, on vous invite à réfléchir au coup d'après. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une logique plateforme, elle est intéressante seulement si à la fin, il n'y a pas de PFAS dans l'objet, quoi. Parce que s'il y en a, tous les participants de la plateforme, certainement, seront désireux de montrer que c'est plutôt pas eux ou plutôt le voisin. Et donc, ça donnera droit à un deuxième tour spontané et volontaire de mesures. De même, comme vous l'avez sans doute vu dans l'arrêté, l'administration n'a pas complètement perdu toute notion en amont hydraulique. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait déjà beaucoup de mesures à faire, ça allait être compliqué pour trouver les labos, etc. etc. Pour autant, on imagine que s'il y a des résultats qui conduisent au fait qu'en aval, dans le rejet, l'industriel rejette plein de PFAS, peut-être quand même qu'il voudra se donner une idée de ce qui est dû à lui et de ce qui est dû à l'eau qu'il utilise. Donc voilà, il y aura certainement des envies, on va dire, de mesures complémentaires en fonction des résultats, pour affiner l'analyse qu'on peut en faire. Autre question à distance, peut-être? Oui, à distance, quand on a une installation qui stocke des matériaux contenant des PFAS, que fait-on? Eh bien, si par exemple il y a de l'eau qui est susceptible de ruisseler, si les stockages par exemple sont à l'air libre et que de l'eau de pluie est susceptible de ruisseler à travers ces matériaux et de créer par exemple pour le stockage de déchets des lipsivia, des analyses sont demandées. Enfin, on considère que ce sont des eaux susceptibles d'être polluées. Donc c'est bien considéré comme un rejet à queue par l'arrêté ministériel et ça doit faire l'objet d'analyse. Alors par contre, je prends l'exemple inverse, c'est-à-dire dans toute mon usine, j'ai à un endroit un joint, parce qu'il y a aussi des PFAS dans les joints, qui sert à la connexion de deux tuyauteries, ce joint étant parfaitement intègre, n'ayant jamais croisé la moindre goutte d'eau ou presque. On ne demande pas une analyse juste pour ça. Comme ça a été indiqué en réponse à plusieurs questions, il faut vraiment comprendre l'objectif, l'intention de cette réglementation qui est d'identifier les rejets importants, massifs, liés structurellement finalement au process ou à la manière de faire de l'installation. Et donc on va vous demander de raisonner dans l'incertitude et dans les délais qui sont concédés par cette réglementation, on va vous demander de raisonner en 80-20 quoi. Et donc c'est pareil, si un industriel ne veut pas se lancer dans la démarche parce qu'il n'a pas fini d'éplucher jusqu'à la dernière ligne écrite en police 5 de ses fiches de données de sécurité pour peut-être identifier un 42e PFAS, c'est pas une raison en fait pour pas mesurer ce qu'il est à peu près certain de rejeter. Donc nos inspecteurs sont invités à faire preuve d'intelligence des situations face à cette question émergente et on est bien sur l'identification des grandes masses, des phénomènes majoritaires, des substances les plus communément identifiables, etc. Il y avait une petite variante de la question avec plusieurs joints, un peu partout. La réponse est la même. Pour N grand. Une dernière, j'en profite, parce qu'on nous reprochait de ne pas prendre assez de questions à distance. Quid des résultats qui auraient été réalisés par des laboratoires non accrédités? Que peut-on en faire? Alors ça dépend où ils ont été réalisés avant la campagne d'analyse, puisque l'inspection des installations classées a pu faire procéder à des contrôles inopinés des rejets à queue de certains industriels, et donc là on a dit que ça pouvait être pris en compte, et c'est d'ailleurs prévu par l'arrêté ministériel. En revanche, si c'est dans le cadre de la campagne, nous demandons à ce qu'il soit accrédité, donc l'industriel devrait normalement s'attacher les services d'un organisme préleveur et d'un organisme analyseur qui est bien accrédité lui. Est-ce qu'on peut avoir une idée des
les mises à jour des notes d'application, que ce soit sécheresse ou PFAS, de la parution de ces mises à jour? Est-ce que vous avez un objectif? Malcolm. Alors, on va faire ça d'ici la fin de l'année. On va faire ça d'ici la fin de l'année. On va essayer d'abord de traiter peut-être d'abord celle sur les PFAS, parce que là, c'est maintenant que les marchés où ils ont même déjà été passés sur la première phase, c'est fait. Mais on va, je pense, commencer par PFAS et faire sécheresse ensuite. Mais il y a que Malcolm qui traite ce sujet dans mon bureau, et j'avoue qu'il est très très occupé. Tout à fait. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont posé des questions dans le chat. Il était demandé est-ce qu'il y aura une FAQ pour répondre à l'intégralité du chat. Alors justement, pour optimiser le temps de travail de Malcolm Cernin-Alarcon, qui a réalisé un travail remarquable sur ce sujet depuis quelques mois, mais qui a beaucoup à faire encore, eh bien, nous allons nous concentrer sur la mise à jour des notes. Et donc, c'est à travers la mise à jour des notes d'application qu'on tentera de répondre à toutes les questions qui nous ont été soulevées, toutes les remarques, tous les cas particuliers qu'on vous remercie d'avoir signalé. Et voilà, ça nous semble le support le plus raisonnable. Alors, Monsieur Perrin me signale à distance encore quelques souhaits. C'était une question que je n'avais pas remontée. À qui doit-on faire remonter les remarques, suggestions, etc. par rapport à cette note pour qu'elle puisse être intégrée dans la nouvelle mise à jour de cette note? Donc, normalement, si vous avez une fédération professionnelle, je vous invite à vous rapprocher d'elle, elle a nos coordonnées. Et si vous n'avez pas de fédération professionnelle, vous pouvez m'écrire. Tant pis. Donc, je m'appelle Loïc Malgorn. Et mon adresse mail, c'est Loïc, Loic.malgorn, MALGORN, comme Norbert, @développement-durable.gouv.fr, Loïc.malgorn. N'en abusez pas, merci. Parce qu'après, il nous retransfère toutes les demandes. Oui. Je plaisante. C'est vrai. C'est Elisabeth Geldof, Sorp Industrie. J'avais juste une question concernant l'analyse des PFAS. Si le laboratoire nous donne des résultats avec des LQ supérieurs à 100 nanogrammes par litre, que fait-on? C'est comme tout à l'heure, si le laboratoire n'est pas accrédité, c'est pas bien. C'est pas bien. Après, on survivra si c'est 150 ou 200. Donc, ça permettra pas d'avoir une idée fine, mais si on est proche de la valeur, ça sera pas extrêmement problématique, je pense, mais il faut que ça reste exceptionnel. Voilà, mais donc normalement, l'arrêté initial est clair sur le sujet. Il précise des limites de quantification pour les 20 PFAS, également pour le paramètre AOF. Il précise à quel moment on doit avoir l'accréditation ou non. Donc, si vous ne faites pas appel au bon organisme préleveur ou bon organisme pour faire les analyses, on peut vous retoquer vos résultats et vous demander de recommencer la manip. Donc, vous allez payer 2 fois pour des mesures. Voilà. Après, si c'est très ponctuel, si ça n'a pas de conséquences, ça pourra peut-être être accepté. Juste un petit exemple, je retourne sur les AOF. Effectivement, sur certains cas de figure, avec certains laboratoires, suivant la matrice, on m'annonce le besoin de dilution d'un facteur 1000. Donc la LQ fait aussi un bond de 1000. Et apparemment, ils n'ont pas d'autres solutions. Sébastien Perez, pour compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, je pense que l'apparition des essais interlabos permettra aussi de rendre un peu plus robustes les résultats, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit apparaître une grande hétérogénéité entre nous et nos confrères, de manière générale. Ce qui serait pas mal aussi, je pense qu'il y a une note qui sort assez rapidement, et il serait intéressant d'avoir aussi une liste exhaustive à jour des organismes accrédités dans les deux, à la fois dans le prélèvement d'analyse, puisque juste sur le premier courrier qui avait été transmis aux industriels, il y avait une méthode de recherche qui, si on l'appliquait sur le site du COFRAC, faisait ressortir 2 laboratoires en tapant PFOA, PFOS, faisait ressortir 2 laboratoires, dont un qui n'était pas accrédité. Et en fait, c'est pas parce qu'un laboratoire sait faire PFOA, PFOS qu'il sait faire le pack de 20 et les AOF. Donc ce serait, je pense, intéressant d'avoir aussi
un regroupement à date de ces laboratoires qui seraient à disposition de tous les industriels. Merci. Merci. Alors, en fait, nous ne mettons pas d'habitude de liste d'organismes ou de bureaux d'études, et donc nous continuerons de ne pas le faire. On a mis un lien, donc si le lien n'était pas approprié, on l'enlèvera ou on en mettra un autre. Si on met une liste, justement celui qui va avoir l'accréditation demain ou après-demain ne sera pas dans cette liste. Donc de ce fait-là, nous nous sommes toujours interdits de le faire et de préconiser tel ou tel organisme ou bureau d'études par rapport à un autre. Bon, écoutez, je crois qu'on a... Jean-Luc, peut-être une dernière. Non? Si? La dernière. Ou pas? Non. Bon. Mais, en tout cas, du coup, on va clore cet après-midi. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Merci aussi à tous ceux qui étaient derrière leurs écrans et puis avec nos excuses réitérées pour le problème au démarrage qui a retardé le début de cette réunion. Je vais peut-être passer le mot de la fin à Anne-Cécile. Non, effectivement, conclusion très courte, merci à tous. La qualité des questions, voilà, à la fois, on a eu des questions très concrètes sur voilà, les lignes de quantification et également, j'ai vu dans le chat des débats sur l'articulation jurisprudentielle commune de Néris-les-Bains entre l'autorité supérieure et le pouvoir du préfet. Alors, il me semble qu'en l'occurrence, Néris-les-Bains, c'est le pouvoir du maire, donc c'est encore autre chose. Mais voilà, donc merci pour le grand champ couvert à la fois sur le fond technique, pratique, juridique de vos questions. Encore une fois, nous les intégrons autant que possible dans la mise à jour des notes d'application. On est très preneur de vos retours, notamment visant à clarifier sur le champ de l'arrêté sécheresse le bon calcul du volume de référence, puisqu'il semble que ce soit un point de difficulté pour un grand nombre d'acteurs et on ne peut pas se satisfaire de rester avec une réglementation qui soit difficile à appliquer concrètement. Merci à tous, bonne continuation dans vos différentes activités.